Bonjour à vous, tous. Et comme dans beaucoup d'assemblées, il paraît évident ce matin d'ouvrir notre séance en évoquant le drame de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris cette nuit. Fascinés, nous avons vu les flammes consumer et consommer l'édifice. Cet édifice qui est intériorisé en nous, qui structure en chacun des Français et bien au-delà une vision du monde et de l'histoire. Une angoisse de l'anéantissement nous a saisis alors. Anéantissement de l'esprit, de l'art, du génie humain, de l'histoire. Sonne ainsi le rappel d'une vérité première de l'être humain, celle de se lever, de se relever pour construire et reconstruire sans relâchement. L'épreuve comme un appel à se dépasser. C'est l'humble et puissante vérité, la constante qui lie nos vies personnelles, les événements collectifs et les sujets qu'avec nos intervenants, nous proposons à la réflexion pour mûrir nos engagements. Je vous remercie de ce bref moment de recueillement que je vous ai proposé pour tenter de donner du sens à ce qui n'en a pas. Merci. Très simplement, après ces petits mots, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour échanger sur l'Europe autour de Louis Vogel, dont vous avez eu les nombreuses qualités et engagements. Il est, comme vous le savez, actuellement maire de Melun. Il a été, nous l'avons connu à ce moment-là, président de l'université Paris 31-2, Paris 2, tout simplement. Il est avocat à la tête, avec son frère, d'un cabinet, Vogel, que un certain nombre d'entre vous peuvent connaître. Je suis aussi, et nous sommes extrêmement heureux d'accueillir 3 sénateurs ce matin, Madame Colette Mello, Monsieur Jérôme Bignon, et puis Claude Mathieu. Voilà. Merci de votre présence. Chers tous, chers membres et amis du cercle, nous sommes très heureux donc ce matin d'accueillir le professeur Louis Vogel, maire de Melun, président du club Iéna, qui a publié un ouvrage extrêmement intéressant fin 2018 consacré aux 7 péchés capitaux de l'Europe. C'est une réflexion très intéressante que vous nous proposez, cher Louis Vogel, sur les enjeux aujourd'hui du projet européen et sur les moyens et les méthodes de sortir des difficultés que rencontre aujourd'hui l'Union européenne. Jamais sans doute l'Union européenne n'a été aussi nécessaire, n'a été aussi utile, et pourtant, force est de constater que le projet européen ne va pas bien. Force est de constater que malgré les bonnes intentions du président de la République, du chef de l'État, M. Macron, l'Europe a du mal à se relancer, qu'il y a des interrogations fortes sur le périmètre de l'Europe, sur les projets structurants qui doivent permettre à l'Europe de se relancer. Et votre ouvrage apporte une contribution à ce sujet à travers, je trouve, une idée qui est tout à fait intéressante, puisque vous dites que l'Europe est confrontée à 7 promesses qu'elle n'a pas tenues, et vous parlez des 7 péchés capitaux. Alors, dans un club qui est sensible à la doctrine sociale de l'Église, évidemment, la notion de péché capital a retenu notre attention. Et nous sommes donc très heureux, cher Louis Vogel, de vous entendre ce matin. Je crois que vous préférez parler au pupitre. Voilà, comme vous préférez. Bien, bonjour à tous. Alors, je n'ai pas eu de chance avec ce livre. Je n'ai pas eu de chance parce que chaque fois que j'ai été invité quelque part pour en parler, j'ai dû parler d'autre chose. C'est arrivé en pleine crise
des Gilets jaunes. Alors, ben, j'arrive avec mon livre, les Gilets jaunes n'ont absolument rien à voir avec... Encore que, vous savez que sur les... Parce qu'à Melun, je me suis un peu promené, et on débattait un peu d'Europe. Et ce qui les frappait surtout, c'est la Constitution européenne refusée et le traité de Lisbonne qui la rétablissait exactement dans les mêmes termes que ceux qui avaient été refusés par le référendum. Et donc c'était un manquement aux règles fondamentales de la démocratie. Et voilà, donc les Gilets jaunes en ont parlé. Et puis, après le grand débat, qui ne se termine pas, puis maintenant Notre-Dame, en fait, j'arriverai jamais à parler de mon livre. Et c'est un peu ce qui attend l'Europe, hein, qui est un peu... qui passe toujours à la trappe à cause des débats nationaux, internes, et on ne parle jamais d'Europe. Il y a un sondage qui a été publié hier, 64% des Français vont profiter des élections européennes pour montrer leur opposition au président Macron. Thierry, tu en parlais tout à l'heure. Alors, comment ça commence? Moi, on l'a rappelé, j'étais professeur à Paris 2, et à un moment dans ma carrière, j'étais professeur au Collège d'Europe. Et le Collège d'Europe, vous savez, c'est ce collège qui se trouve à Bruges, qui est financé par la région Flandre, et dans lequel on reçoit des élèves, des étudiants de toute l'Europe, et même au-delà, et des professeurs de toute l'Europe. Et c'était le moment le plus fantastique de ma carrière universitaire. Je n'ai jamais été aussi heureux que là. Pourquoi? J'avais fait mes études aux États-Unis. Et les États-Unis, on les présente généralement comme un pays très divers, etc. J'étais dans une université de la côte Est. En fait, il n'y a plus aucune diversité aux États-Unis. Hein. Rien ne ressemble plus à un New-Yorkais qu'un Texan, qu'un gars du Missouri, etc. C'est fini, c'est complètement nivelé. Au Collège d'Europe, en revanche, quand avec ses étudiants espagnols, italiens, suédois, français, allemands, une richesse des débats comme j'en ai jamais rencontré dans ma petite vie de professeur d'université par la suite, franco-française. Et franchement, donc il y avait deux langues de travail, l'anglais bien sûr, mais il y avait le français aussi. Et tout ça me paraissait être... C'est ça l'Europe. Et c'était tellement beau. Et mon assistant était espagnol. Et c'est un nouveau monde. Et les idées que nous partagions là, dans ces débats, dans ces séminaires, eh bien les Américains n'avaient pas ce niveau théorique qu'on arrivait à atteindre, nous, entre nous, les fameux Européens. Et c'est ça la richesse de l'Europe. Et c'est en même temps la faiblesse de l'Europe, bien sûr, puisque cette diversité fait qu'on ne s'entend pas toujours. Mais franchement, si on arrive à passer le cap, et moi j'y crois, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, si on arrive à passer ce cap, eh bien, nous réussissons, nous sommes les meilleurs. C'est ce que je pense profondément. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il y a un tel décalage entre l'Europe que j'ai vécue, dans laquelle j'ai travaillé, et ce qu'on en dit, les partis populistes qui ont au programme finalement la déconstruction de l'Europe, les uns comme les autres, dans tous les pays d'Europe pratiquement, eh bien je me suis dit, il faut faire quelque chose. Voilà. Voilà pourquoi le livre. C'est clair. Alors pourquoi le titre? Thierry en a parlé. Donc c'est les 7 péchés capitaux. Alors je vous les rappelle, hein, on en oublie toujours un. Les 7 péchés capitaux, c'est la colère, l'avarice, l'envie, l'orgueil, la gourmandise, la paresse, la luxure. Donc en fait, ce ne sont pas des péchés graves. Hein. Vous ne faites rien de grave là ce matin, rassurez-vous. Mais ce sont des péchés peu graves, mais qui entraînent tout le reste. C'est-à-dire qu'à force d'avoir envie de la femme de son voisin, on finit par l'assassiner pour la lui voler. Voilà, donc il y a quelque chose derrière tout ça. Et c'est un peu ce que subit l'Europe. On critique l'Europe sur des points, à mon sens, de détail, entre guillemets, en tout cas accessoires, et ça remet en cause l'essentiel. Donc c'est un faux procès qu'on fait à l'Europe, et il y a plein de responsables. Hein. Les États membres sont les premiers responsables des procès qu'on fait à l'Europe. Et je me suis dit, c'est quand même choquant, quoi. C'est pas possible de lui reprocher toutes ces choses-là. Souvent, il y est pour rien. Et même s'il y était pour quelque chose, c'est pas vraiment fondamental. C'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer. Alors, un exemple. On nous a brevet d'exemple, mais Schengen. Tout le monde parle de Schengen. Hein. Bon, vous savez ce que c'est. Il y a un chapitre sur Schengen. En fait, c'est véritablement l'accessoire qui est critiqué par rapport au principal. C'est un très bon exemple.
Le point central de l'Europe, ce n'est pas le contrôle aux frontières. Franchement, c'est pas ça l'Europe. L'Europe, c'est le grand marché, c'est le marché unique, le marché intérieur, il a changé de nom plusieurs fois. C'est la liberté de circulation des personnes, nous, les premiers, des services, des capitaux, des marchandises. Il n'y a pas de droit de douane. On peut trouver tous les produits sur un marché unique. Et ce qui est critiqué, c'est les contrôles douaniers. Je reviendrai là-dessus. Mais franchement, ce n'est pas du tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait en Europe? C'est que on a offert ce grand marché qui a permis à nos entreprises, d'abord de devenir compétitives au niveau mondial, 500 millions de consommateurs, et puis à nous tous d'aller travailler dans tous les pays qui nous entourent. Moi, je suis avocat au barreau de Francfort. On peut y aller. Je ne veux pas aller plaider au barreau de Francfort, mais je peux faire des affaires là-bas. C'est quand même c'est une révolution pour nous, ça. Et donc, il ne faut pas oublier l'essentiel. C'est ce que je pense. Alors, il y a une autre chose, c'est que jusqu'à présent, la plupart des gens qui croient en l'Europe, donc les pro-européens, ont un discours qui ne correspond absolument pas à ce que nos concitoyens sont en mesure d'entendre. C'est un discours qui, vous voyez, on parle d'une tour. L'Europe, du point de vue politique, c'est les États-Unis d'Europe, c'est le fédéralisme européen. C'est du rêve, mais ça fait si longtemps qu'on en parle, personne n'y croit plus. L'Europe, c'est la technocratie, je vous cite, hein, la Commission dit que c'est l'économie fondée sur la connaissance la plus avancée du monde. Elle disait ça en 2004. Si c'était vrai, on le saurait. Mais vous voyez, ce discours est complètement décalé par rapport aux gens. D'abord, ils pensent que c'est du mensonge. Demandez aux Gilets jaunes ce qu'ils en pensent. Ils pensent que c'est bon. Ils pensent qu'on en est très loin. Ils ne savent même plus pourquoi c'est souhaitable. Moi, cette Europe-là, ce discours-là ne fonctionne plus. En réalité, ce que demandent nos concitoyens, c'est une Europe dans laquelle ils puissent participer. C'est leur Europe. Ce n'est pas une Europe qui leur tombe du ciel. C'est une Europe qui concerne les sujets qui les préoccupent. D'ailleurs, la phrase du président Macron, je voudrais une Europe plus protectrice, je voudrais que l'Europe les protège, je voudrais que ça les concerne. Ils veulent pas du rêve. Et je me suis dit, le plus simple pour savoir un peu ce qu'ils pensent vraiment, c'est de leur demander. Donc, à Melun, on a organisé avec mes équipes un café Europe. On a demandé aux gens ce qu'eux pensaient de l'Europe. Alors, ce n'étaient pas des anti-européens, hein, sinon, ce n'est pas la peine de discuter. Alors, je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit au Café Europe. Notez les choses. Je ne suis pas pour l'Europe de la réglementation du camembert. Arrêtez d'emmerder les Européens. L'Europe ne connaît pas. Mon député européen, je ne sais même pas qui c'est. Il nous faut une Europe de la réalité. Et, parce qu'ils ne sont pas complètement idiots, hein, l'Europe, c'est le bouc émissaire idéal. Vous voyez, c'est pas... Bon, il y a toutes ces critiques qui sont évidentes, tous ces défauts de l'Europe, et puis quand même, on se dit, mais l'Europe, c'est quand même quelque chose de... on ne peut pas vraiment dire que c'est complètement négatif. Et c'est le bouc émissaire, c'est-à-dire qu'il y en a qui font porter à l'Europe un fardeau qui est injustifié. Donc, ils se rendent bien compte. Hein. Et là, il y a des dizaines de personnes, et c'était ça la tonalité. Eh bien, ces déclarations reflètent bien l'ambivalence de l'Europe aujourd'hui. L'Europe, tout le monde se rend compte que c'est important, que ça peut même être utile pour nous. L'Europe se noie dans la réglementation, je crois que tout le monde se le dit. On la rencontre souvent que par les règles. J'ai des exemples dans le livre, c'est incroyable, hein, sur le taux d'humidité dans les poulets. Ils ne changent pas leurs règles. Et donc, alors que les poulets, naturellement, il y a plus d'eau dans un poulet aujourd'hui qu'autrefois. Donc les poulets, pour avoir une subvention, il ne faut pas dépasser un certain taux. Bien sûr, ça s'est traduit par les dépôts de bilan d'une de nos plus grandes entreprises de poulets. Hein. D'ailleurs, la France, aujourd'hui, importe des poulets au lieu d'en exporter.
Alors c'est un peu ça l'Europe, hein. On n'est pas content de cette Europe-là, elle ne peut pas plaire. Alors, ce sentiment d'ambivalence se retrouve dans les sondages. Je ne vais pas vous abreuver de sondages, mais grosso modo, à côté de 15 à 25%, ça dépend des pays, d'anti-européens, viscéraux, lesquels ils n'en veulent plus. Et de 15 à 20% d'Européens convaincus. Voilà, les deux groupes qui sont assez clairement répartis. Il y a 60% d'eurosceptiques. 60% de personnes qui seraient prêtes à y croire, mais ça ne va plus. Ça fait trop longtemps qu'on nous dit les mêmes choses. Ça fait trop longtemps qu'on nous dit qu'elle va faire quelque chose pour nous, on ne la voit pas arriver. Donc la situation, Thierry le disait tout à l'heure, se dégrade. Le projet européen, finalement, il perd en puissance. Et ça se traduit tout à fait dans le taux d'abstention. En 1979, il y avait 40% de taux d'abstention aux élections européennes. En 2014, il y en a 60%. C'est-à-dire que les Européens se désintéressent de l'Europe, alors que c'était notre futur, notre avenir. Alors, l'objectif du livre, en clair, c'est de convertir ces eurosceptiques. Et de leur dire, mais, écoutez, allez dans la bonne direction. Voilà. Bien sûr, l'Europe a des défauts. Bien sûr, vous avez peut-être supporté ces défauts d'Europe. Eh bien, tout n'est pas perdu. Et je crois que de toute façon, nous n'avons pas le choix, hein, pour être très clair. Alors, je voudrais, en 3 temps, c'est pas l'usage à la faculté de droit, mais vous dire, d'une part, essayer de vous convaincre que l'Europe, c'est utile, mais ça, je pense que vous le pensez, que l'Europe, c'est trop de réglementation, vous le pensez aussi, je pense, et que l'Europe, vous le pensez peut-être moins, c'est trop irréel et trop loin des gens. Alors, l'Europe, c'est utile. Bon, je le disais, l'Europe n'est pas une option pour nous. Je ne pense pas que nous ayons le choix entre l'Europe et la non-Europe. Et pourtant, vous voyez, les Anglais, ils l'ont fait, ce choix. Hein. C'est grave. L'Europe est indispensable pour notre futur. Pour plein de raisons. Géopolitique, il suffit de regarder. Nous sommes des nains. Chacun, si nous restons chacun pour soi, il faut absolument qu'on regroupe nos forces. Dans tous les domaines. Dans le domaine dans lequel j'ai travaillé, pendant très longtemps, le droit de la concurrence, il y a 2 systèmes aujourd'hui dans le monde. Il y a le droit de la concurrence américain et le droit de la concurrence européen. Et tous les pays adoptent l'un ou l'autre. Alors, pour être tout à fait juste, parfois certaines de nos anciennes colonies adoptent des règles françaises, mais comme elles sont décalquées des règles européennes, ça revient à adopter le droit européen. Mais c'est ça le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas place pour des petits pays. Et ce que ça veut dire adopter un droit de la concurrence, il y a des incidences économiques, mais aussi des incidences intellectuelles. C'est une façon de percevoir la réalité. Le droit, c'est pas quelque chose, c'est pas de la technique. Hein. Le droit, c'est une façon de penser la réalité. Donc c'est très important que nous jouions notre rôle et que nous défendions notre façon de penser, le monde. Alors, en un mot, l'Europe est la seule chose qui nous permette de nous donner un poids suffisant pour nous faire entendre dans le monde d'aujourd'hui, un monde sans frontières et global. Économiquement, c'est assez évident ce que je viens de dire. Pourquoi ? Ce fameux marché unique, on comprend assez facilement que sur un marché de 500 millions, l'Europe a l'habitude de dire de consommateurs, on voit bien qu'elle n'atteint pas on va dire d'habitants, de citoyens. 500 millions de citoyens, ça nous permet d'avoir des entreprises à cette taille et donc des entreprises capables de concurrencer les grandes entreprises internationales qui se trouvent en Chine, aux États-Unis, au Japon, etc. Une règle du point de vue économique. Dans tous les secteurs où nous avons su coopérer, d'une façon ou d'une autre, nous, Européens, nous avons gagné. Et dans tous les secteurs où nous n'avons pas pu le faire, nous avons perdu. Quelques exemples. Airbus, c'est 1/3 du marché mondial. Airbus existe, c'est une réalité, ça fonctionne. La norme GSM, à l'époque, c'est nous qui élaborions les normes internationales.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La norme GSM, ce qui a été élaboré pour le marché de l'Union européenne d'abord, s'est imposé. Arte, c'est un succès. Au point que le président de la télévision allemande disait « mais il nous faut un nouvel Airbus, mais cette fois-ci dans d'autres domaines ». Ça marche. Quand on travaille ensemble, ça fonctionne. Où est-ce qu'on n'a pas travaillé ensemble? L'énergie. Nous sommes dépendants du point de vue énergétique, c'est notre principale faiblesse. Nous achetons chacun notre énergie, chacun de son côté. C'est dramatique. Nous n'avons jamais réussi à avoir une politique énergétique commune. Le numérique. Les GAFA ne sont pas chez nous. C'est là qu'il faudrait... Le président de la chaîne allemande, il a dit maintenant il est temps de passer au numérique, sinon on va être les spécialistes des industries du passé, pas du futur. Et là, il faut véritablement qu'on se ressaisisse. Le transport, toutes les discussions qu'il y a eu sur les transports, chacun de son côté, au lieu d'unifier tout ça. Il est grand temps, aujourd'hui, de changer d'approche. C'est pour ça que ces élections européennes sont tellement importantes. Il faut prendre conscience que nous sommes en train de jouer nos dernières cartes et que si nous ne prenons pas ces virages que nous avons su prendre dans le passé, eh bien nous allons être balayés. C'est ce que je pense, très sincèrement. Économiquement, ça me paraît une démonstration assez imparable. Politiquement, il faut redonner du sens à l'Europe. À la sortie du deuxième conflit mondial, l'Europe paraissait évidente du point de vue politique. Il fallait se réconcilier avec nos ennemis de toujours. Après tous ces malheurs, tout le monde était vraiment conscient qu'il fallait établir la paix dans cette zone et qu'on pouvait s'entendre. Seulement tout ça, ça s'oublie. Et les menaces d'aujourd'hui sont beaucoup plus insaisissables que les menaces de l'époque. La guerre économique est la cour, là, en ce moment. Quand on pense que, vous savez, les dépôts de brevets, il y a la guerre des brevets, ce qui permet de bloquer complètement l'innovation dans des pays concurrents. Donc ça se passe, mais c'est beaucoup moins évident qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. La menace nous apparaît moins grave. Et pourtant, j'ai une citation de M. Kohl, j'appartiens à Kohl parlant à Mitterrand. C'était au moment de l'adoption de l'euro. Vous savez comment ça s'est passé, ça c'est la façon dont l'Europe s'est faite. Kohl dit à notre président que, eh bien, il faut me laisser passer la réunification allemande. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre politique économique et euro. Et en échange, eh bien, on fait l'euro. Et Kohl, ce jour-là, a dit à François Mitterrand: j'appartiens à la dernière génération d'hommes politiques allemands à avoir connu la guerre, il faut en profiter. Vous voyez ? Voilà. Alors, c'est bizarre, mais pendant très longtemps, l'Europe a fait des choses, mais l'Europe, il faut pas l'oublier, a fait ces choses en avançant masqué. C'est Jean Monnet qui disait moi je profite de toutes les crises, c'est-à-dire qu'il faut attendre une crise pour faire avancer l'Europe. Elle a avancé en crabe, à reculons. Et tout ça, ça a commencé à partir du moment où il y a eu l'échec de l'Europe de la défense, la Communauté européenne de défense en 1954. Ça a fait que l'Europe s'est dit « je ne peux plus avancer en le disant ». Et en réalité, qui a fait l'Europe? L'Europe a été faite pas du tout par les hommes politiques, ça, pas du tout. Ça, le traité, oui, mais après. L'Europe a été faite par la Cour de justice, par la Commission européenne, aujourd'hui par la Banque européenne. La Banque centrale européenne fait l'Europe. En fait, il n'y a plus de volonté politique pour faire l'Europe. Il y a eu une Europe technocratique, c'était la seule encore possible. Et j'ai participé à un débat avec nos ambassadeurs qui a passé beaucoup de temps à représenter la France auprès de la communauté européenne, aujourd'hui de l'Union européenne.
Et je lui disais qu'il fallait changer de méthode. On ne peut plus continuer comme ça parce que nos concitoyens n'en veulent plus de ça. Ils veulent, eux, participer au jeu. Et il avait beaucoup de mal à admettre, parce qu'il dit, mais on a bien travaillé. Ben oui, vous avez bien travaillé, mais tout a un temps. Aujourd'hui, il faut le faire officiellement, il faut le faire ouvertement, ce que vous avez fait secrètement. Je vais vous donner quelques exemples de ce travail. Je ne vais pas être... Ouais. Le contrôle des concentrations en Europe. C'est fondamental. Vous imaginez bien que les États membres n'étaient absolument pas d'accord pour instituer un contrôle des concentrations. C'est un levier de politique économique que chaque État voulait se réserver à lui-même. Donc il n'y avait pas de disposition sur le contrôle des concentrations dans le traité de Rome à l'époque, contrairement au traité de la CECA. La CECA, ça a pu passer, tout juste, mais au traité de Rome, ça ne passait plus. Les États étaient contre, tous. La Cour de justice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a réussi à instituer un contrôle des concentrations que les textes ne prévoyaient aucunement. Alors c'était peut-être bien pour l'Europe, mais en tout cas c'est quand même une atteinte à la souveraineté des États incroyable. Comment a-t-elle fait? Vous savez, nous, juristes, on a un système où on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec les textes, c'est le raisonnement, l'interprétation téléologique. C'est la fin qui, en bref, c'est la fin qui justifie les moyens. Elle a dit, comme cette concentration porte atteinte à la concurrence, il faut que j'intervienne, parce que toute atteinte à la concurrence, c'est la finalité du traité, sinon le traité n'a plus aucune utilité. Eh bien qu'il n'y ait aucun texte qui soit prévu, je vais considérer que cette opération de concentration est un abus de position dominante. Bon. Alors c'est toujours un peu bricolé, parce que ça veut dire qu'on ne contrôle que les entreprises qui sont déjà en position dominante, mais en tout cas, elle l'a fait. Et elle a fait peur aux États. Les États se sont dit, maintenant il faut qu'on institue ce contrôle des concentrations, puisque sinon elle va le faire elle-même. Voilà comment ça s'est passé. Autre exemple, les directives. Vous savez que l'Europe s'est faite à base de directives. Qu'est-ce que c'est qu'une directive? C'est un drôle d'instrument juridique. Elle fixe ses objectifs en laissant aux États membres la liberté de choisir les moyens. Ça a l'air très clair comme ça, mais je peux vous dire pour distinguer entre des objectifs et des moyens, si vous définissez trop clairement, trop précisément les objectifs, le choix des moyens, il s'impose. Mais c'est un truc pour faire avancer les choses. Alors, donc ça veut dire que les États membres doivent transposer les directives. Évidemment, ils ont un certain délai pour le faire. Évidemment, ils n'ont jamais respecté ces délais. Surtout que ça pouvait les gêner, ce qui était dans la directive. Qu'a dit la Cour de justice? Eh bien, même si un État membre n'a pas transposé la directive, si la date est dépassée, elle est directement applicable. On fait comme si elle avait été transposée. J'imagine, mais c'est une véritable révolution. Autre chose, dernier exemple. Les rédacteurs du traité, quand ils ont prévu le principe de liberté de circulation des personnes et des services, se sont dit qu'il y a comme des professions un peu quasi publiques, on ne va pas pouvoir les laisser circuler comme ça, il faut réserver aux nationaux certains actes. Alors, à quoi ils pensaient? Aux notaires, évidemment, aux officiers ministériels, aux huissiers, aux avocats. Aux avocats dans la mesure où les avocats, vous savez, dans beaucoup de pays, peuvent remplacer un juge pour compléter le panel de juges. Enfin, les avocats, il y a des conseils de l'ordre. Les avocats participent à l'exercice de l'autorité publique. Qu'a dit la Cour? C'est vraiment dommage d'exclure des professions entières, notamment celle d'avocats, ils sont nombreux, les avocats. Comment il s'en est tiré? Eh bien, elle a dit, ce qu'ont voulu dire les rédacteurs du traité, c'est qu'on exclura les professions qui participent à l'exercice de l'autorité publique, mais seulement pour l'exercice de ces activités qui participent à l'exercice de l'autorité publique. C'est-à-dire, un avocat allemand ne pourra pas, s'il est en France, remplacer un juge français, mais pour le reste, il peut faire ce qu'il veut. Voilà. Donc vous voyez, je pourrais multiplier les exemples, mais la Cour a fait avancer l'Europe, mais à sa manière. Et la Commission, bien sûr, aussi. Alors, sa manière, c'est une manière toujours un peu faible, parce qu'elle n'avait aucune légitimité pour le faire. Et la Commission non plus. Toutes ces personnes-là ne sont pas élues, elles sont élues par personne. Le Parlement, n'intervenait pas dans ces domaines. Et ça nous donne quelque chose presque paradoxal, absurde, c'est-à-dire que les droits sociaux de ceux qui bougent
n'ont jamais été abordées comme une question en soi, c'est pour ça que l'Europe sociale a pris du retard, mais comme un accessoire de la liberté de circulation des personnes. Vous voyez, on ne pouvait approcher chacune des questions que sous son aspect technique, jamais sous un aspect politique. Et on a dû attendre très longtemps pour avoir une charte des droits, qui d'ailleurs pose problème, puisque ce n'est pas du tout comme ça qu'on avait l'habitude de faire l'Europe. Alors, l'Europe aujourd'hui, en fait, elle aurait beaucoup de choses à faire et on pourrait avoir un discours politique européen. Quand vous interrogez nos concitoyens, ils sont favorables à une armée européenne. Aujourd'hui, c'est la France qui assure la défense de l'Europe. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, mais ça, c'est une question politique. Voilà. À la limite, on en revient à 1954. Mais je crois qu'il faut passer le cap. Il ne faut pas se dire qu'une fois pour toutes, on tourne la page. Il faut se dire qu'on passe au chapitre suivant de ce livre. Deuxième thème, l'Europe, c'est trop de réglementation. Alors ça, franchement, Hamelin, c'est ce qu'il pense d'abord. Hein. L'Europe, c'est d'abord de la réglementation. Les fermiers briards, la réglementation, ça connaît. Alors, la PAC, la politique agricole commune, je peux vous dire, c'est impossible de s'en sortir. Alors, là, ce que je voudrais dire, c'est que sur ce terrain-là, c'est là que l'hypocrisie des États est la plus forte. Un exemple. La célèbre affaire des escabeaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était pendant un candidat à la primaire, que je ne citerai pas, à l'élection présidentielle de 2017. Dans tous les meetings auxquels j'assistais, j'ai eu droit à l'affaire des escabeaux. C'est-à-dire que l'Europe, bon, il se distanciait de l'Europe à ce moment-là, l'Europe interdirait aux jeunes apprentis de monter sur des escabeaux. Évidemment, ça faisait rire la salle. Ça a un effet fantastique, tout le monde applaudissait. Et bien sûr, l'Europe coulait, touchait, coulait à chaque réunion. La directive en question demandait simplement aux États d'assurer la protection des jeunes au travail. Elle n'a jamais parlé d'escabeaux. C'est la surtransposition française qui a fait qu'on a interdit l'utilisation d'escabeaux d'une certaine dimension, etc. Un autre thème favori des États, souvent, c'est l'Europe, c'est tous ces fonctionnaires européens, la bulle bruxelloise. Il y a des armées de fonctionnaires à Bruxelles qui sont en train de ravager l'Europe. Il y a exactement 55 000 fonctionnaires européens. Il y a 50 000 agents à la ville de Paris. Alors, je vais dire... Non mais, quand même. Et alors, le pire, c'est le Brexit. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? On parle des fake news. Qu'est-ce qu'il y a eu comme fake news pendant la campagne pour le Brexit? C'est incroyable. Juridiquement, ce référendum, il est nul. Il y a eu une désinformation de la population. C'est pas possible. Quelques exemples, parce que là, c'est dans les journaux anglais. Hein. L'ancien maire de Londres était spécialisé dans le comptage des textes européens qui normait la fabrication des oreillers. Alors, vous savez combien il y a de textes européens, selon lui, pour fabriquer les oreillers? 109. Mais ça a marché, hein, je veux dire. Pendant la campagne, les Anglais ont soutenu que 80% des lois nationales ont pour origine une directive européenne. C'est 20%, au grand maximum. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai sur la réglementation? Franchement, il y a beaucoup de choses. C'est pas la vraie Europe. L'Europe a plein de défauts, mais bon, c'est pas cela. Qu'est-ce qui est vrai? D'abord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de normes européennes. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce que c'est une condition de la liberté de circulation des marchandises. Si vous avez un texte sur la circulation du cassis, je ne sais pas quoi, eh bien, il faut définir le degré d'alcool qui est celui propre au cassis. C'est celui-là qui va circuler. C'est comme ça. C'est vrai donc, je crois qu'il faut l'admettre, que l'Europe implique des normes et que ce marché unique implique des normes pour que les mêmes produits circulent partout et soient traités de la même façon. C'est l'égalité devant la loi. Mais alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des réglementations européennes qui n'ont servi à rien. Je vous donne un exemple. Parce que
ces fonctionnaires européens, ils travaillent, hein, et souvent, ils ont du mal à trouver un accord entre les États. Et ils prennent quand même des règles, mais elles ne servent à rien. Alors, un exemple, c'est l'exemple des agents commerciaux en Europe. Le problème d'un agent commercial, c'est quand vous vous séparez de lui, c'est l'indemnisation qu'il faut lui donner. Chaque pays européen aborde ça de façon différente. Mais il y a deux pays qui comptent en Europe, c'est l'Allemagne et la France. Et l'Allemagne avait un système d'indemnisation des agents en cas d'arrêt de cessation du contrat, et la France en avait un autre. Qu'ont fait les fonctionnaires européens? Exactement, ils ont mis les deux systèmes dans la directive. Les Anglais qui n'étaient pas concernés ont dit « vous pouvez choisir entre les deux systèmes, soit l'allemand, soit le français, et si vous ne choisissez pas, c'est l'allemand qui s'applique. » Ils ont quand même une préférence. Et qu'a fait la France et qu'a fait l'Allemagne après l'adoption de la directive? La France a transposé son option, donc le droit français est resté le droit français, et l'Allemagne a transposé la sienne. Un travail de plusieurs années d'enquête sur tous les systèmes de protection des agents commerciaux en Europe qui aboutit à rien. Alors, mais ça, les gens ne le savent pas. Hein. Mais voilà, ça, c'est un vrai défaut de l'Europe. Un autre défaut de l'Europe, le droit de la consommation. Parfois, c'est compliqué de percevoir le mauvais côté des choses. Le droit de la consommation, comment ça fonctionne? Donc, le consommateur, c'est normal, c'est un sujet de droit européen. Il faut le protéger. L'Europe prend des directives, mais pendant tout un temps, les États ont insisté pour que ces directives soient des directives d'harmonisation minimale. C'est-à-dire que chaque État, pour se faire bien voir de sa population, pouvait prendre des règles plus sévères de protection des consommateurs. Tout ça paraît très cohérent, paraît animé de plein de bonnes intentions. Mais ça a complètement ruiné l'unification, l'harmonisation des règles. Puisqu'après une directive consommation, les règles on avait toujours 28 règles différentes dans tous les États membres, puisque chacun transposait de façon plus sévère sur tel ou tel point. Aucune unification possible, et nos exportateurs ne pouvaient pas savoir quel était le droit applicable, puisqu'il fallait revérifier à chaque fois. Et tout ça, la France était une spécialiste d'ailleurs de cette surprotection. Alors, aujourd'hui, on a changé de méthode. Harmonisation maximale. Les États n'ont pas aidé l'Europe. Le principe d'unanimité qui a été conservé sur plein de questions, et les Anglais étaient des grands spécialistes de l'unanimité, donc le Brexit devrait faciliter les choses, si d'une certaine façon ça a aussi de bonnes conséquences. Certains ont écrit que même la politique d'élargissement, bon, pour l'Europe, c'était toujours, vous savez, c'est un peu comme tout à l'heure, l'économie de la connaissance la plus avancée du monde. On n'arrive pas à intensifier les rapports, mais on augmente la surface. Mais ce n'est pas la bonne solution. Mais certains se sont dit que c'était une politique volontariste de la part des États pour affaiblir l'Europe. Parce que plus on est nombreux, plus il est difficile de faire de la cohérence dans cet ensemble. Et vous avez vu, par exemple, sur Schengen, les anciens pays de l'Est ont des positions communes. Sur l'euro, on a des sous-groupes. Les uns sont pour, moitié pour, contre. Évidemment, c'est plus difficile de faire une vraie Europe à 28 ou 30-40 qu'à 6. Voilà. Alors, troisième et dernier temps, c'est l'Europe, c'est loin des gens. Alors, la fuite en avant dont je parlais, ça ne sert à rien, ça ne convainc personne, ça. Je me rappellerai toujours à Hampton Court, la Commission a annoncé l'Europe énergétique. Quand même, l'Europe énergétique, on en est très très loin. À force d'annoncer des choses qui ne se font pas, les gens, ils finissent par ne plus croire à rien. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit le moins, c'est l'Europe réelle. Et l'Europe réelle, c'est ce qui se passe par exemple à Melun. Au hasard. À Melun, écoutez, il y a une communauté d'agglomération qui est donc l'interlocuteur de la région. Il faut savoir que la région Île-de-France, jusqu'à très récemment, n'utilisait pas les fonds européens. Vous avez dû voir dans la presse qu'elle a rendu de l'argent à l'Europe parce qu'elle ne l'avait pas utilisé. Parce que c'est la région qui gère les fonds européens.
Mais nous, collectivités territoriales, nous avons beaucoup de mal avec ça parce que l'Europe, je l'ai dit, c'est de la réglementation. Il faut remplir des dossiers comme ça, en anglais. Moi, mon administration, déjà, remplir un dossier comme ça, c'est beaucoup, mais en anglais, c'est trop. Donc j'ai dû créer une cellule Europe. Et d'ailleurs, à la tête de la cellule Europe, il y a une Italienne qui a travaillé à la Commission européenne. Parce qu'il y a tout un... Il faut savoir comment ça fonctionne, tout ça. Et grâce à cette cellule Europe, qu'est-ce qu'on a fait? Une maison médicale, un centre d'affaires dans les quartiers, un programme de rénovation thermique qui porte sur 500 appartements. Tout ça payé par l'Europe. Personne ne le sait, parce que c'est géré par la région. Et c'est des fonds européens qui sont arrivés chez nous. C'est ça l'Europe. Mais la région ne va pas faire beaucoup de publicité. Bon, les gens, finalement, vous savez, ils voient la maison médicale. À la limite, ils croient que c'est le président de l'agglomération qui l'a installé, donc tant mieux. Hein. Voilà. Je vais pas leur expliquer tout ça. Mais vous voyez, non, mais c'est ça, elle n'a pas de chance, cette Europe. Hein. Parce que pour une fois que c'est très positif sur le terrain, ben, on ne le voit pas. On ne la voit pas sur le terrain. Alors, l'Europe de la réglementation lointaine, ça ne donne rien. Et je crois qu'il faut véritablement, j'ai dit qu'il fallait changer de méthode, je le pense profondément. Et pour changer de méthode, il y a une condition politique et une condition économique. Alors, la condition politique, je crois que le moment est venu de faire une véritable Europe politique. Et d'en finir avec cette Europe que je ne critique pas, parce que si ça ne s'était pas fait comme ça, on n'aurait rien fait du tout. Mais il faut passer à autre chose. C'est un changement pas de degré, de nature. Il faut une Europe politique, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire un Parlement véritable. En ce moment, le Parlement européen est un Parlement croupion. Il n'a pas l'initiative des lois. C'est un des seuls parlements au monde. Enfin, ce n'est pas un Parlement. Donc, si on dit que on veut faire l'Europe, ben, il faut que ça passe par le Parlement. Il faut que nos candidats soient de vrais candidats européens. Et pas des candidats nationaux mis sur des listes nationales qui ne s'intéressent pas plus à l'Europe qu'à autre chose. Mais c'est un changement profond de mentalité. Il est sûr que M. Macron a essayé de faire des listes transnationales, mais finalement ça n'a pas fonctionné. Mais enfin, il y a une idée derrière tout ça. Il faut que le débat soit véritablement européen. Alors, il y a quelque chose qui s'est introduit en pratique, c'est le fameux Spitzenkandidat allemand. Vous savez, c'est donc le premier du groupe le plus important et le candidat pour la présidence de la Commission. Bon, c'est peut-être pas un excellent système, surtout que là, ce serait un Allemand qui sortirait. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure des choses dans la situation actuelle, mais ça a permis de créer un vrai débat européen. Le Spitzenkandidat, il a été invité dans toutes les émissions de télévision. On a enfin su qu'il y avait quelqu'un à la tête de l'Europe, un visage, un nom, un visage. Et ça a permis de commencer à faire que cette commission soit une émanation du Parlement. On voit bien en filigrane un véritable gouvernement se mettre en place avec un vrai Parlement qui commence à affirmer ses droits, une commission qui commence à être une émanation du Parlement, donc un vrai gouvernement, et un Conseil qui pourrait être une deuxième chambre représentant les États à la manière du Sénat américain. On voit que tout est prêt pour aller... Alors il faut un grand coup de pouce pour passer la dernière étape. Ça, c'est la condition institutionnelle. Il y a une condition économique. Il faut donner à l'Europe un budget à la hauteur de ses ambitions. Aujourd'hui, le budget de l'Union, c'est 160 milliards d'euros. C'est 1% du PIB de l'Union. C'est rien. Le budget fédéral américain, c'est 4 000 milliards de dollars. Voilà. Comment voulez-vous lutter? C'est le pot de terre contre le pot de fer. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas demander des miracles. Hein. Et dans ce budget, il y a très peu de ressources propres. Les ressources propres, c'est les droits de douane. Le reste, c'est les États qui le donnent.
Donc l'Europe est très dépendante des États. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les États, les ressources propres, c'est 15% du budget, de ce petit budget. Alors si nous voulons, je pense qu'on peut encore rêver d'Europe. Mais c'est une autre Europe. Ce n'est pas celle des taux d'eau dans les poulets, ce n'est pas ça qui va faire rêver. C'est une Europe dans laquelle nous puissions croire, qui nous protège au niveau international. J'ai l'impression que l'Europe aujourd'hui, elle est un peu au milieu du gué. On a commencé des choses, et d'ailleurs les partis politiques, il y a deux solutions. Soit on avance, et on va beaucoup plus loin, soit on fait marche arrière. Schengen, c'est un excellent exemple. Soit on règle le problème, on a une véritable politique migratoire européenne, soit on sort de Schengen. Il y a bien les deux choses. Dans les partis politiques, c'est les deux solutions qui sont offertes. Moi, je pense que la pire des choses serait d'en sortir. Parce que ça remettrait en cause, c'est un péché capital, l'ensemble. Ce n'est pas que Schengen. Alors, je vais, en conclusion, peut-être balayer un peu quelques sujets que j'ai évoqués, mais de façon un peu superficielle. Schengen. Bien sûr, la suppression des frontières internes à l'Europe aurait dû s'accompagner d'un déplacement des frontières à l'extérieur de l'Europe. C'est quand même pas très compliqué à imaginer, hein. Ça ne s'est pas fait. Mais revenir en arrière remet en cause le marché unique, parce qu'il y a des contrôles de police à nos frontières internes, il n'y a plus de liberté de circulation, parce qu'on ne va pas distinguer entre l'allemand, le français et l'étranger, hein. Il y a des contrôles. Donc il ne faut surtout pas repasser par là. Et c'est quand même... Et d'ailleurs, est-ce qu'il est même possible de rétablir ces contrôles internes? Il y a 300 points de passage entre la Belgique et la France. Vous imaginez un peu, je veux dire. Est-ce que c'est même possible de le faire? À mon avis, non. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les moyens manquent. Qu'est-ce qu'on a comme moyens aujourd'hui? Les demandes d'asile, elles ont cru de façon exponentielle. C'était 20 000 demandes par mois, maintenant c'est 100 000 demandes par mois. Si on garde les mêmes moyens, c'est sûr que ça craque. Le budget de l'agence européenne, c'est 322 millions d'euros. C'est rien. Le budget de l'agence américaine correspondante, garde-côte, garde-frontière, c'est 23 milliards de dollars. Chez nous, on a un garde-frontière tous les 30 kilomètres. Chez eux, ils ont 6 gardes-frontières tous les kilomètres. Je veux dire, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas besoin véritablement d'être très intelligent pour le comprendre. L'Europe sociale. L'Europe sociale, on a beaucoup parlé des travailleurs détachés, que c'est la fin de l'Europe, après le plombier polonais, il y a eu plein de choses. Quelle est la réalité du phénomène? Des délocalisations d'emplois, c'est 1% de l'emploi industriel en France. C'est rien. Et quand les entreprises se délocalisent, ce n'est pas pour aller chercher de la main-d'œuvre moins chère, c'est pour se rapprocher de leur clientèle. Donc il faut rétablir les choses. Les travailleurs détachés, c'est 1,8% de la population active. D'ailleurs, il y a une directive qui commence à régler le problème. Et nous envoyons plus de travailleurs détachés à l'étranger qu'on nous en envoie. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les travailleurs détachés qui volent le travail des Français, etc. Le vrai problème, du point de vue de l'Europe sociale, c'est le manque de convergence sociale entre les législations. Et ça, c'est politique. On ne va pas pouvoir le faire par le principe de liberté de circulation des personnes dont l'accessoire serait le droit social. Ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à faire de la convergence. Et notre vrai problème, c'est un problème de mobilité. Et donc notre vrai problème, c'est un problème d'éducation et de formation professionnelle et de langue. Nous, en un an, 800 000 Européens se déplacent d'un État membre à l'autre. Dans le même délai, c'est 8 millions d'Américains. C'est l'Europe sociale. Mais il faut des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir, mais elles ne sont pas impossibles à remplir. L'euro, je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué rapidement, l'euro s'est fait à une certaine date, ça s'est mal fait parce qu'il est arrivé trop tôt. Mais d'un autre côté, c'était la date où il était possible de le faire.
Nous avons une monnaie unique, mais on n'a pas de politique budgétaire, pas de politique économique unique. Évidemment, ça ne peut pas rester comme ça. Donc, c'est un des combats. Le président de la République a proposé un budget de 25 milliards d'euros, avec une discussion avec l'Allemagne, etc. Bon, on va voir. Mais c'est évident qu'il faut aller plus loin. Et l'euro est une très bonne chose, hein, qu'on arrête de nous dire que l'euro est une mauvaise chose. C'est la deuxième monnaie de référence après le dollar. C'est un tiers des échanges mondiaux. Nous avons besoin de l'euro. On ne peut pas remettre ça en cause. Même chose pour la PAC. Qu'est-ce qu'il y a eu comme critique sur la PAC, etc. Mais n'oublions pas que ça nous a quand même permis d'assurer notre autonomie alimentaire. C'est fondamental. C'est une question stratégique. Alors bien sûr, le budget de la PAC est peut-être trop important, c'est 43% du budget de l'Union, mais il va diminuer de 12%. Et puis la PAC, au début, a conduit à des surproductions. C'est vrai, tout le monde se rappelle encore des montagnes de beurre dans des frigos de l'Union européenne. Mais c'est fini tout ça. Maintenant, c'est des aides directes. C'est plus des aides à la production. Donc on a corrigé cet impact. Et la PAC, il faut peut-être la redéfinir, que ce soit moins productiviste, plus tenant compte du développement durable. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut introduire dans la PAC. Aider les petits exploitants. Enfin, parce qu'ils ont un rôle pour entretenir les paysages et pas seulement l'agriculture. Donc il y a des choses à faire. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là, Erasmus. Alors là, c'est le contraire. On nous a dit, Erasmus, c'est un succès. Mais Erasmus, c'est 4 millions d'étudiants qui ont pu bouger avec Erasmus. Alors je suis bien placé pour juger de ce qu'est Erasmus, puisqu'à Paris 2, je m'en occupais. Alors c'est très bien, mais c'est beaucoup trop peu. C'est pas en un semestre passé dans une autre université qu'on va faire une vraie Europe de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Je critique pas Erasmus, il vaut mieux faire Erasmus que rien du tout. Mais vous voyez, Erasmus, c'est ce qu'on peut faire technocratiquement. Ça, c'est possible. Mais il nous faut beaucoup plus que ça. Et il nous faut aujourd'hui, non pas un réseau d'universités européennes. Moi, j'ai géré à un moment l'université franco-allemande qui se trouve à Saarbrück. Mais ça, c'est une université virtuelle. Donc, c'est des programmes qui sont subventionnés par l'Europe. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire de véritables universités européennes dans tous les grands pays européens. Avec des professeurs venant de tous les pays d'Europe, ça nous donnerait à nous une nouvelle carrière, ce dont nous avons besoin, une suite, au lieu de tourner en rond à enseigner tout le temps les mêmes choses. Et ça nous challengerait, parce que ces étudiants allemands, espagnols, eh bien, ils ne sont pas commodes. Et ils mettent le doigt sur ce qui ne colle pas dans le droit français. Parce qu'ils le voient mieux que nous. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Il nous faut des collèges d'Europe niveau plus. Et il est temps de le faire. Parce que sur les 50 premières universités mondiales, il n'y a que 14 universités européennes. Et maintenant, je vais parler de la France. Que je ne me trompe pas dans les chiffres. En 2000, nous étions le 5e pays le plus publiant au monde. En 2000. En 2015, nous sommes le 7e pays le plus publiant au monde. Ça va très très vite. Si on veut rattraper ça, il faut passer par l'Europe. Et de ce point de vue-là, le Brexit est la pire des catastrophes parce que nos équipes de recherche, les chercheurs anglais veulent travailler avec les chercheurs français. Et moi, professeur de droit français, je veux travailler avec mon homologue de Cambridge ou d'Oxford. Je ne veux pas qu'on m'embête avec ça. Et c'est grâce à ça qu'on va améliorer les choses. Donc ça, du point de vue de la recherche et de l'enseignement supérieur, c'est une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, il existe des équipes européennes. Et donc on va démanteler ça. Je trouve que c'est honteux. Et la dernière chose, la puissance. Aujourd'hui, quand même, je parle sous le contrôle de Claude, mais les relations internationales, nous sommes un nain en Europe. Quand on voit M. Trump qui augmente de 25% les droits de douane sur l'acier pour bloquer les importations venant d'Europe, quand on le voit rompre unilatéralement les relations avec l'Iran, sans nous demander notre avis, en nous mettant en difficulté, quand on voit le juge américain ne pas hésiter à infliger à une banque française dont il n'avait pas réussi à démontrer véritablement la culpabilité une amende de 9 milliards de dollars. Non mais, qu'est-ce que c'est l'Europe? C'est rien. Quand on voit les sanctions en droit antitrust
Tiens, ça c'est un très bon exemple. Le juge américain, dès qu'il y a un effet anticoncurrentiel sur son territoire, non seulement il convoque les directeurs des entreprises françaises, mais enfin européennes, à venir chez lui, sous peine d'amende, mais il inflige des amendes américaines dès qu'il y a un effet sur le territoire des États-Unis. Nous, on n'a jamais eu le courage de le faire, parce qu'on n'a pas la taille politique pour le faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a attiré les comportements des entreprises américaines sur le territoire européen, on était content de trouver une filiale. Et on a rendu la filiale responsable du comportement, et après on a dit, ben, comme c'est la filiale qui est responsable, je sanctionne la société mère. On a fait un petit détour européen technico-technique, parce qu'on n'a pas eu le courage d'affirmer notre puissance. Alors, même chose pour Poutine, il envahit l'Ukraine, nous, bon, on ne peut rien faire. Je veux dire, il faut qu'on existe. Et on a la base de quelque chose pour exister, c'est la brigade franco-allemande. Jusqu'à présent, alors là, le Brexit est une bonne chose, il fallait l'unanimité pour avancer du point de vue de la défense. Bon, les Anglais ne sont plus là, j'espère qu'on va pouvoir avancer très très vite, parce que pour l'instant, la brigade franco-allemande, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. C'est 5000, et je crois qu'en agglomérant, on arrive à un corps de 60 000, mais pas immédiatement, en mobilisant, parce qu'il y a des liens spéciaux avec certains régiments. Mais c'est rien, qu'est-ce que c'est que ça? Donc il est vraiment temps de la faire, cette armée européenne. Et il est temps de le faire parce que le budget de la défense chinois, il augmente de 8% par an aujourd'hui. Alors, vous voyez, tout à l'heure je disais qu'on était au milieu du gué. Donc, quand on est au milieu du gué, on peut soit faire marche arrière, soit faire marche avant. Et je crois que l'occasion nous est donnée de faire marche avant. Il ne faut pas faire moins d'Europe, il faut faire mieux d'Europe. Merci. Merci. Alors, je remercie, cher Monsieur Vogel, je vous remercie de votre intervention très claire. Très claire. Et en vous écoutant, j'ai pensé à quelqu'un que j'ai beaucoup connu, qui est Jacques Barrot, qui a été commissaire européen, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et je me suis souvenu des malheurs pour faire exister Galiléo. Personne, vous voyez, si je ne vous l'avais pas dit aujourd'hui, peut-être que même on ignore le terme Galiléo, qui est le GPS européen, à partir duquel on peut fonder toute une stratégie. Nous avions de l'avance, 12 ans de retard, parce qu'il n'y a pas de budget. Là, je vous suis totalement. Et il faut le dire clairement, parce que dès qu'on parle budget, ça fait frémir tout le monde, bien entendu, comme on n'a pas un sou, qu'on n'a que des dettes. Mais là, franchement, nous creusons notre tombe. On ne peut pas investir. Alors, quand on n'investit pas, bon, on bricole, hein, on va nous mettre des normes, l'ultra-norme sur l'ultra-camembert, on s'en fout. Hein. C'est sûr. Hein. Voilà. Et puis, j'ai été moi-même responsable d'enseignement agricole en France, donc la PAC, et j'ai vécu l'époque où on a fait les quotas laitiers, où il y avait la montagne de beurre et de lait dans les frigos européens. Bien, figurez-vous, à ce moment-là, il y avait quand même une sacrée unité dans notre pays, parce qu'avec Michel Rocard, il a pris la politique de faire les quotas, ça ne plaisait pas aux paysans, bien entendu. Et moi-même, responsable d'enseignement agricole à l'époque, sur mon petit budget, j'ai concédé 50 millions, je m'en souviens, pour permettre de participer à l'action d'assainissement du marché alimentaire européen. Il y avait une solidarité. Il n'y a plus, parce que maintenant, tout le monde excite tout le monde. On va vous démontrer qu'il n'y a que des inconvénients. Alors, on ne vous dira jamais pourquoi, ce que vous avez exactement dit. Il n'y a que des inconvénients, quoi. Et des avantages, il y en a, bien entendu. On aurait pu en citer tout un paquet. Mais Galiléo, par exemple, oui, prenez cet exemple-là, le GPS, qu'on attend tous, on ne l'a pas encore dans nos bagnoles. Ça viendra peut-être, mais 12 ans de retard. Et derrière ça, c'est toute une stratégie du numérique qui se met en place ou qui ne se met pas en place. Donc effectivement, moi personnellement, je vous remercie d'avoir donné votre opinion très claire, pas seulement une analyse. Là, voilà, c'est ce que j'aime chez un responsable, c'est quand il apporte des idées que l'on peut discuter, mais je dis franchement qu'un budget européen cohérent pour investir, soutenir l'investissement, avoir une politique, eh ben c'est déterminant. Mais ça, comme vous le dites, c'est une responsabilité des politiques.
Alors aujourd'hui, eh bien, on ne la voit pas clairement, donc il faut militer. Militer effectivement pour demander à nos responsables politiques le courage d'avoir une autre opinion que de se plaindre de Bruxelles. Très bien. Merci pour votre intervention. Je voudrais vous poser une question très simple. Le constat que l'on fait, après vous avoir entendu, c'est que l'Europe souffre d'une carence de communication sur ce qu'elle fait et d'un manque ou d'une mauvaise utilisation des moyens dont elle dispose. Et ces deux choses sont probablement en partie imputables à notre classe politique. Alors comment faire en sorte que les choses basculent, changent, évoluent, face à une échéance très proche, qui est celle du mois de mai, avec des élections qui nous attendent? Alors, vous avez prononcé un mot, la classe politique. Alors, est-ce que la classe politique, on est au Sénat ici, est-ce que nos parlementaires, nos sénateurs, est-ce qu'ils sont prêts à faire un pas en avant, à taper sur la table, à dire nous maintenant on veut une Europe politique, parce que la conséquence immédiate d'une Europe politique, c'est une redistribution des pouvoirs entre le national et l'européen. Est-ce que nos hommes politiques, nos femmes politiques, est-ce qu'elles sont prêtes à ça? Moi, ce que je dis, c'est que nos pays en ont besoin. Je ne peux pas dire plus. Moi, j'ai mon petit melun, voilà, on en a besoin. Mais il faudrait que dans tous les pays d'Europe, il y ait une vraie mobilisation. En ce moment, on assiste à la mobilisation inverse. Parce qu'on voit que tous les populistes rejoignent pour faire de la contre-Europe. C'est clair. C'est ça qui est en train de se passer. C'est le contraire de ce que je souhaiterais. Et il faudrait qu'au contraire, tous nos... Alors, il y a eu une tentative, par exemple, on y pense quand même, il y a eu une sorte d'assemblée franco-allemande où les députés allemands, je crois, ont rencontré des députés français. Bon, ça n'a aucun... Mais enfin, on voit qu'il y a le besoin. C'est une prise de conscience. Mais moi, je crois que c'est entre vos mains. Là, je retourne la question à... C'est véritablement vous qui pouvez porter l'avenir de l'Europe, c'est vous. Parce que le Parlement européen, il n'est qu'une conséquence de ce que vous allez décider. Le vrai Parlement, c'est les parlements nationaux aujourd'hui. Et donc, vous êtes élus au suffrage universel, tout le monde vous connaît, vous pouvez bouger les choses, vite, vite, allez rencontrer les députés, les sénateurs allemands, là. Faites-nous une révolution européenne, par le haut, et pas par les gilets jaunes. On n'attend que ça. Voilà. Jérôme. Je suis un homme politique, depuis longtemps. Je suis européen depuis que je suis tout petit. J'ai suivi les cours de M. Tedgen à l'Institut de droit européen au Panthéon quand j'avais peut-être 21 ans ou 20 ans. Donc ça m'a marqué profondément ce que disait M. Tedgen. C'était absolument extraordinaire. Depuis, je n'ai jamais quitté ces convictions un instant. Et si j'ai quitté LR il n'y a pas si longtemps, ce qui est une douleur pour moi, parce que c'est toujours difficile de dire j'ai milité avec le général de Gaulle, j'ai milité avec Chirac, j'ai milité avec Sarkozy, et là je ne me sentais plus en ligne avec le parti auquel j'appartenais, des positions anti-européennes, trop fréquemment utilisées pour combattre des lâchetés nationales, parce que c'est aussi une façon sur son territoire de dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'Europe, alors que c'est une irresponsabilité des élus français que de rejeter sur l'Europe la responsabilité de leur propre inaction. Ça nous a amené, ça m'a amené moi, mes amis me diront si c'était une démarche identique, mais je pense qu'il y avait quelque chose. Dans la démarche de la création d'Agir, c'est un engagement qui est très pro-européen. Donc ça correspond pour nous. Les gens croient toujours que c'est un gadget. On appartient à un groupe, on appartient à un autre groupe, on change, etc. C'est pas si vrai. La plupart d'entre nous sommes engagés depuis très longtemps dans des mouvements, et il y a un moment donné où si vous quittez ce mouvement, c'est qu'il y a quelque chose qui est insupportable à vivre. C'est pas des questions de personnes, ce sont des questions d'idéaux, des questions d'engagement. Vous voyez, il y a une chose qui me frappe énormément, quelqu'un qui s'appelle Pascal Boniface, qui vient d'écrire un bouquin très intéressant sur l'Europe aussi, il dit, moi, il y a une chose qui me stupéfie dans notre démarche vis-à-vis de nos compatriotes. Je crois que l'Europe, c'est 7% des habitants de la planète. C'est 22% du PIB. 22%, c'est-à-dire quasiment un quart du PIB mondial. Et c'est 50% de la distribution sociale. Quand vous entendez ces trois chiffres, qui sont stupéfiants, on est très peu nombreux, on est très riches,
et on est très protecteur. Et avec ça, les gens ne pensent qu'à partir. Moi, j'ai quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je pense qu'on vend vraiment mal la salade. Oui, si vous permettez, je voudrais aussi ajouter qu'il y a une vraie organisation au niveau du Parlement sur les affaires européennes, puisque chaque chambre parlementaire a une commission des affaires européennes. Au Sénat, j'en fais partie, nous sommes 36, 45, je crois maintenant nous étions 36, nous sommes 45, et nous sommes membres de tous les groupes politiques, mais nous travaillons, même si nous n'avons pas tous les mêmes idées, au progrès de l'Europe. Et sur le plan des relations avec les autres commissions des affaires européennes, il y a aussi un réel travail. Nous rencontrons les membres des commissions européennes des autres pays, nous nous déplaçons, ils viennent nous rencontrer, nous recevons les ambassadeurs. Il y a vraiment une avancée de ce côté-là. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de travail fait pour accompagner l'Europe. Il y a aussi dans les parlements des groupes d'amitié interparlementaires, et le groupe d'amitié interparlementaire France-Allemagne est très actif, notamment. Hein, je fais partie de ce groupe d'amitié, ainsi que d'autres groupes d'amitié franco-européens. France-Slovénie, je préside France-Slovénie. Alors bien sûr, il y a des divergences. Bon, tout le monde n'est pas d'accord sur l'élargissement. L'élargissement a été évoqué. Mais bon, moi je pense qu'il faut élargir l'Europe aux pays des Balkans. Bon, l'heure n'est pas venue parce qu'il y a vraiment une opposition dans l'opinion publique. Mais en fait, si vous regardez une carte de l'Europe, les Balkans sont au milieu de l'Europe. Hein. Et il y a dans ces pays, même s'ils ne sont pas encore du même niveau que d'autres pays européens, une volonté et une perspective d'avenir. Et il faut leur laisser cette perspective. Voilà. Donc il y a beaucoup, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de travail fait par les parlements. Et ce que nous attendons, bien sûr, c'est aller encore plus loin. Moi, en ce qui me concerne, je suis aussi une Européenne de toujours. Donc, nous avançons. Et j'espère que, avec ces nouvelles élections européennes, nous irons plus loin. Oui, simplement sur le même registre. Ma question va également, Madame la Sénatrice. Le titre savoureux de votre livre m'incite à un court instant d'autoflagellation. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en fin de compte, la France, contrairement à l'Allemagne, a été trop lâche, trop en retrait, trop ambiguë, et que c'est une des raisons, probablement, une des raisons, mais déterminantes, du succès de l'Allemagne au sein de l'Europe aujourd'hui, qui se traduit d'ailleurs au niveau des instances européennes, me semble-t-il, par une présence allemande massive, forte et efficace, en dépit d'une langue qui pourtant n'est pas totalement véhiculaire. Une dernière question, deux dernières questions. Chef d'orchestre Balagna. Petite question, même en France, on parle très peu de culture. Mais depuis très longtemps, les interprètes, instrumentistes, chanteurs, chefs d'orchestre dérivent dans le monde entier. Moi j'ai beaucoup d'écrits en Espagne, en Italie, en Pologne, en Belgique, etc. Peut-être serait-il utile de créer, d'exploiter en quelque sorte ces passages d'artistes qui vont ailleurs pour en faire des sortes d'ambassadeurs européens et surtout en les ouvrant à une politique, à l'économie, ce qui n'est pas le cas. Monsieur le Président Vogel, que pensez-vous de l'élargissement des pays des Balkans? Parfait. En face, et ça sera la dernière. Une question très courte. La subsidiarité, j'ai compris que même dans l'Église, ça ne marchait pas. Est-ce que vous y croyez? Bien. Bon, je commence par la fin. La subsidiarité, vous voyez, c'est... a priori, c'est une très belle idée, ça. Hein, on redispatche dans les États membres le pouvoir, on garde les choses essentielles au centre, à Bruxelles, et les États membres deviennent des vrais agents de l'Europe. Mais en pratique,
c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un vrai piège. Depuis que, si je prends dans mon domaine, le droit de la concurrence, qui est une des choses qui marche le mieux en Europe, du point de vue juridique, la Commission européenne, elle ne fait plus rien. Au lieu, justement, de donner une impulsion. Et avant, il y avait des dizaines et dizaines de décisions de la Commission et d'arrêts de la Cour de justice dans le domaine de la concurrence. Tout a été retourné aux États membres. Et dans les États membres, ça ne sert à rien qu'ils appliquent le droit européen, puisqu'ils appliquent leur droit national, qui est une copie du droit européen. Et j'ajoute l'article du traité qui correspond à l'article de leur loi nationale pour appliquer finalement la même chose. Il n'y a plus d'impulsion européenne. La subsidiarité, c'est un gros piège. C'était un moyen technocratique pour alléger la charge de travail du centre en la repoussant vers la périphérie, mais en perdant de vue qu'il faut une politique européenne de la concurrence qu'on a vu dans les journaux, ce que nous coûtait l'absence d'une telle politique à propos de la dernière concentration. Et bien voilà, donc l'Europe, pour moi, la subsidiarité, c'est une non-Europe. Ensuite, vous voyez, j'y vais. Hein. Élargissement. Moi, je suis... D'abord, il faut solidifier ce qui existe. Il faut arrêter d'élargir. Il faut approfondir. D'ailleurs, tout ce qu'on peut aujourd'hui améliorer en Europe se fait à l'extérieur du traité, par conventionnement entre certains États qui sont intéressés par un sujet. Airbus, c'est une convention extérieure. Schengen, c'est d'ailleurs une convention extérieure. Si nous faisons quelque chose dans le numérique, on n'aura jamais l'accord de 28 ou 27 ou peu importe États membres. Il faudra le faire entre ceux qui sont capables de tomber d'accord. Donc, le traité étant devenu si large, qu'est-ce qu'il y a encore dans le traité? Là, sur quoi on sera à peu près tous d'accord, c'est le grand marché unique, etc. Ce que les Anglais voudraient préserver pour eux aussi. Voilà. Mais il n'y aura rien d'autre. Tout le reste, il faudra le faire ailleurs que là. D'où d'ailleurs le rôle des élus nationaux, parce que si c'est ailleurs, il va falloir renégocier quelque chose. France-Allemagne, le couple maudit... c'est vrai que l'Europe est... Bon, franchement, il faut savoir comment ça se passe. Si la France et l'Allemagne sont d'accord sur quelque chose, on avance. S'ils ne sont pas d'accord, on n'avance pas. Alors, vous avez parlé de l'ambiguïté des positions françaises, etc. Mais vous savez, les Allemands sont, pour les connaître un peu, je suis docteur honoris causa à l'université Humboldt à Berlin. Et quand on se frotte aux Allemands, c'est pas toujours simple. Je vais vous donner un exemple tiré de ma pratique. Quand on a négocié, pour dire comment ils traitent, voilà, ils sont durs. Quand on a négocié le règlement européen sur le contrôle des concentrations, après ce que j'ai raconté sur la Cour de justice, les États se sont dit, on ne va pas laisser la Cour faire, on va prendre un vrai texte sur le contrôle des concentrations. Les Français voulaient introduire là-dedans ce qu'on a réclamé là, dans les semaines passées, une véritable clause d'exemption pour un intérêt général communautaire. C'est ce dont on aurait eu besoin pour sauver cette concentration. Les Français ont tout, d'ailleurs c'est dans notre ligne, hein, l'intérêt général, l'intérêt public, l'État, une veille politique, économique, européenne. Bon. Les Allemands étaient contre, à 150%. Ils étaient contre pourquoi? En disant, c'est encore la politique, l'interventionnisme français, ils ne veulent pas laisser le marché agir. Vous savez, à l'époque, c'était l'ordolibéralisme en Allemagne, donc c'est encore du franco-français, il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. On supprime cette clause d'exemption pour intérêt général communautaire. Et elle a été enlevée du texte. Les Français étant un peu ambigus, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont réintroduit quelque chose dans les facteurs d'appréciation de l'effet sur la concurrence. Mais je ne rentre pas dans le détail, donc on a quand même sauvé un peu quelque chose. Mais on n'a pas un intérêt général communautaire à défendre. Les Allemands se sont présentés comme vraiment les sauveurs de l'Europe, hein, pour ces mauvais Français qui veulent faire leur politique nationale comme ils la font toujours, et c'est un échec général. Et en fait, pourquoi ils ont fait ça, les Allemands? C'est parce qu'ils avaient bien compris que l'économie la plus concentrée en Europe, c'était l'économie allemande. S'il y avait eu une raison d'intérêt général communautaire pour exempter des concentrations que normalement on aurait dû prohiber, et on aurait exempté les concentrations partout sauf en Allemagne. Et ils ne voulaient surtout pas que l'Europe soit un moyen d'empêcher les concentrations entre entreprises allemandes. Donc je suis d'accord, les Français sont ambigus, mais parfois ils n'ont pas le choix. Et les Allemands, c'est pour ça que je pense que ce ne serait pas une très bonne idée si le président de la Commission était allemand. Mais je pense que souvent on ne pouvait pas faire autrement. Et malheureusement, parce qu'on est
On n'est plus dans la position de force dans laquelle on était juste après la guerre. C'est clair. Voilà. Voilà. Encore merci au nom de notre conseil d'administration. Merci aussi à Thierry Rambon de nous avoir permis. Il aurait accepté sans voilà, parler. Ils vont se féliciter entre professeurs. Voilà. Vraiment merci. Et pour ceux qui le veulent, nous retrouvons le professeur Vogel dans le salon attenant pour la signature de quelques ouvrages que nous avons demandé qu'il apporte. Merci. Bonne journée.